Après la migration et la sanglante bataille pour le trône, les babouins pensaient avoir trouvé la paix. Mais ici, point de terre promise. Il n'y a qu'un cycle de survie, où chaque créature doit payer le prix pour survivre. Le nouveau royaume, les babouins et le choc des prédateurs. L'aube se lève à nouveau sur le Serengeti. Après les premières pluies de la saison, la savane semble s'animer, l'herbe est verte, la rosée scintille sur les feuilles et l'air embaume la terre humide. Mais sous cette apparence paisible, le monde sauvage est toujours en mouvement. Un jeune souverain occupe désormais le trône qu'il a jadis usurpé par le sang de Mao. Mais dans cette savane, le pouvoir est éphémère. Le Serengeti après la pluie est un tableau de vie et de mort, où chaque souffle peut être le dernier. Dans ce nouveau royaume, une simple erreur peut anéantir toute une troupe. Le soleil du Serengeti était haut dans le ciel, sa lumière dorée illuminant le pelage luisant des lionnes, véritables guerrières de la savane. Elle se déplaçait à couvert, silencieuse, chaque pas aussi doux que le vent dans l'herbe. Aucun bruit superflu, aucun rugissement, seulement un regard doré fixé sur leur proie. Les lions sont des chasseurs tactiques, non des prédateurs solitaires guidés par leur instinct. À chaque chasse, il y en a un qui ouvre la voie, un autre qui prend la proie à revers, et un dernier qui achève. Chaque bond est une symphonie de force et de calcul. Les muscles se contractent sous la peau ferme, la queue ondule doucement pour maintenir l'équilibre, un seul signal et toute la troupe explose comme le tonnerre. La mort frappe aussi vite qu'un vent brûlant. Un bond peut générer une force 4 fois supérieure au poids du corps, suffisante pour abattre une antilope, un zèbre, ou même un jeune buffle. Mais aujourd'hui, leur cible n'était pas le troupeau d'antilopes, mais la troupe de babouins qui s'approchait de leur territoire de chasse. Contrairement à leur faible proie, les babouins sont des adversaires intelligents, agressifs et solidaires. Leurs crocs peuvent atteindre 5 cm de long et leur morsure peut transpercer la peau d'un lion.
Mais aux yeux de ce fier prédateur, ce n'était qu'un défi. Car pour les lions, toute créature qui pose le pied sur leur territoire est une proie. Dans l'air frais et humide, les babouins se déplaçaient en ligne, se dirigeant vers les basses prairies. Mais tandis que la troupe était occupée à chercher de la nourriture, des yeux dorés les observaient de loin. Dans les hautes herbes, la lionne était en embuscade. Ils observaient les babouins depuis plus d'une heure, attendant le moment idéal où la vigilance de la proie se transformerait enfin. La distance n'était que de quelques dizaines de mètres. Son corps était aussi tendu qu'une corde d'arc, tous ses muscles contractés. L'air était lourd, le silence suffocant. Un bond. En un instant, la lionne se jeta en avant d'une seule morsure, ses griffes s'enfonçant dans l'épaule de sa proie. Les singes répondirent par un rugissement qui résonna dans toute la vallée, mais ce n'étaient que des cris d'impuissance face aux lois impitoyables de la nature. Au loin, les hyènes commençaient à apparaître. Tapis dans l'ombre, attendant les autres. Dans le ciel, des corbeaux noirs et des vautours tournoyaient, annonçant le festin sanglant du Serengeti. Les babouins se tenaient sur le monticule rocheux, les yeux rivés sur la carcasse de leur espèce. En contrebas, les lions continuaient de se nourrir. L'herbe ondulait, la lumière se reflétait sur le sang, et le Serengeti retournait à son cycle sans fin de survie. Mais à leurs yeux, il n'y avait pas de défaite. Seulement la persévérance et la foi en la vie, qui avaient permis à cette espèce de survivre pendant des centaines de milliers d'années dans la terre la plus hostile de la planète. Demain, au lever du soleil, ils quitteront ce monticule de pierre et poursuivront leur route en quête d'eau, de nourriture et d'une chance de survivre un jour de plus. Dans le monde de la nature, chaque perte est porteuse d'un nouveau départ. La mort n'est pas la fin, mais une étape inévitable de l'équilibre éternel. Dans la savane du Serengeti, où toutes les créatures vivent à la frontière fragile entre la vie et la mort, un groupe de babouins marche encore la tête haute, porteur de l'instinct primitif de survie.
Le soleil est haut dans le ciel, sa lumière dorée recouvrant la savane comme un filet. Plus de rugissements, plus de cris. Seule la chaleur monte du sol, mêlée à l'odeur d'herbe brûlée, de sang et de terre humide après la pluie. Au milieu des herbes jaunes, un groupe de lions se repose. Le ventre plein après un festin de viande fraîche, il respire d'un souffle régulier, lent et lourd. Le groupe se compose du mâle dominant, des lionnes et des lionceaux, symbole d'une dynastie préservée par les dents et le sang. Le mâle dominant gît seul, son corps massif recouvert d'une épaisse crinière brun foncé, ses yeux dorés mi-clos mais ses oreilles frémissant encore légèrement à l'écoute du moindre bruit alentour. Chaque respiration est une affirmation de sa puissance. Nul besoin de rugir, nul besoin de se battre, sa seule présence suffit à faire plier le sol. À quelques mètres de là, les lionnes forment un rempart vivant autour de leur lionceau. Elles sont le cœur de la troupe, les chasseresses, les nourricières, et aussi la première ligne de défense en cas de danger. Leur pelage est lisse et luisant au soleil, leurs muscles souples mais suffisamment puissants pour terrasser n'importe quelle proie dans la savane. Les lionceaux innocents grimpent sur le dos de leur mère, se mordillent la queue et jouent dans l'herbe sauvage. Ils ne connaissent ni la faim ni la soif, ils ne comprennent pas la peur. Ils savent seulement qu'ici, dans les bras de la troupe, tout est sûr. Du moins pour aujourd'hui. Leur instinct leur dit que cette paix ne durera pas. Mais pour les lions, c'est la loi de l'existence, chasser, se reposer, se reproduire, protéger, et répéter ce cycle jusqu'à ce qu'il soit renversé. Fin d'après-midi. Le soleil rougeoyant déclinait à l'horizon, projetant une lumière sanglante sur les marais boueux laissés par la pluie. Les babouins, vaincus par les lions, traversaient silencieusement les terres humides. La soif qui les tourmentait après de longs jours d'errance les affaiblissait, chaque pas était un fardeau. Devant eux, une source d'eau jaillissait d'un lac calme, dont la surface reflétait les flamboyantes lueurs du soleil couchant. Un babouin, assoiffé, leva la tête pour renifler, puis s'approcha lentement du bord de l'eau. Soudain, une tête gigantesque jaillit de l'eau.
Le soleil déclinait, ne laissant que la lueur rouge du crépuscule sur les eaux troubles. De l'autre côté de la lagune, un autre crocodile surgit, les yeux froids comme la pierre. Toute la surface de l'eau s'agita lorsqu'un groupe de crocodiles l'encercla. Le marais n'était plus un lieu d'abreuvement, mais un piège mortel pour le serengeti. L'aube se leva après une longue et lourde nuit. Les premiers rayons du soleil se faufilèrent à l'horizon, baignant les vastes prairies d'une chaude lumière dorée. Les babouins portaient encore des signes de fatigue après plusieurs jours terrifiants. Un à un, ils quittèrent leurs abris nocturnes et traversèrent les champs verdoyants grouillants de vue. Certains mâles grimpèrent sur de hauts rochers pour observer, tandis que les femelles se mirent en quête de racines, de fruits et d'insectes à manger. Après des jours passés à fuir lions et crocodiles, ils pensaient que la lumière du jour était synonyme de sécurité. Le ciel bleu, la terre fraîche et le bruissement du vent dans l'herbe formaient comme une symphonie de vie. Cependant, dans la savane, la paix est toujours le plus fragile des abris. Parmi les buissons bas, une ombre jaune apparaît et disparaît. Une ombre jaune se fond dans la lumière du soleil. C'est le léopard, le chasseur furtif par excellence du serengeti. Au royaume des prédateurs, le léopard est le plus silencieux et aussi le plus redoutable. Ne rugissant pas comme un lion, ne chassant pas en meute comme un lycaon, le léopard est un symbole de solitude et de précision absolue. Son corps est un chef-d'œuvre de la nature, souple, doux comme de la soie, mais recelant une puissance explosive. Sous sa fourrure jaune vive parsemée de taches noires se cache un système musculaire flexible capable de pivoter en plein vol, même en chute libre. Chaque pas est si léger qu'il ne dérange pas un brin d'herbe. Chaque bond est une combinaison de vitesse et de calcul froid, précis jusque dans les moindres détails. Ses yeux, dorés et froids comme le métal, observent toujours le monde à travers le prisme du chasseur. Chaque mouvement du vent, chaque bruissement de feuilles, est enregistré. Le léopard ne chasse pas par faim. Il chasse parce que sa survie est inscrite dans ses muscles, dans ses veines.
Dans l'immensité du Serengeti, où toutes les créatures dépendent de la force ou du nombre pour survivre, le léopard choisit la voie inverse. Seul, silencieux, sans laisser de traces, il apparaît, tue, puis disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Aujourd'hui, sous un soleil de plomb, il suit les traces d'une troupe de babouins. Non par défi, mais par opportunité. Dans cette troupe, il y a des jeunes, immatures, actifs et facilement surpris. C'est la moindre brèche qu'un chasseur comme le léopard peut transformer en mort. Le léopard rampe à ras des hautes herbes, ses épaules ondulant au rythme de la musique, son corps glissant comme l'eau. Le soleil illumine sa fourrure, faisant ressortir chaque tache noire comme les symboles mystérieux d'un prédateur. Le vent tourne, emportant avec lui l'odeur des babouins, et s'arrête. Sa tête était légèrement baissée, les yeux mi-clos, dans l'attente. Et puis le léopard s'élança comme un éclair. L'air se transforma en chaos. Le léopard bondit, se jetant sur un tronc d'arbre voisin. Il grimpa aussi vite que le vent et, en quelques secondes, il était haut dans le ciel, ses yeux dorés fixant les singes hurlant en contrebas. Le soleil s'inclinait vers l'ouest, sa lumière se répandant sur la savane telle une douce flamme. Les babouins avançaient lentement à travers les prairies rouges au couchant. Leurs cris stridents résonnaient comme un adieu au jour mourant, se mêlant au vent sec qui bruissait dans l'herbe. À la tombée de la nuit, l'obscurité s'abattit sur le Serengeti. L'immense savane semblait engloutir toute trace de sang, de poussière et de la récente poursuite. Mais malgré la perte, malgré le prix, la vie continue. Les babouins poursuivent leur voyage, avançant vers l'horizon rouge. Sur cette terre rude, ils ne sont ni les plus forts ni les plus rapides, mais ils sont les plus résistants, car ils n'abandonnent jamais.
Au loin, des troupeaux d'antilopes, de zèbres et de buffles se déplacent ensemble, tel un flot de vie éternelle. Chaque fois qu'une créature tombe, une autre naît. C'est la symphonie sans fin du Sorange-Ti, où la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. Mais le périple du Sorange-Ti ne s'est pas arrêté. Lorsque les vents secs de la mousson arrivent, la savane entre dans un nouveau cycle de survie, plus rude, plus féroce. Dans le prochain épisode, les anciens dirigeants devront lutter non seulement contre la nature, mais aussi contre leurs propres limites. Et n'oubliez pas de sonner la cloche et de vous abonner pour ne rien manquer de la prochaine série sur la survie de la faune sauvage. Masai Mara, une symphonie sanglante de prédateurs. Dans le monde animal, aucune espèce n'est plus méconnue que la hyène tachetée, connue scientifiquement sous le nom de Crocuta crocuta. On les qualifie souvent de charognards, de lâches, de voleuses de proie, mais la vérité est tout autre. Les hyènes sont parmi les chasseurs les plus actifs, les plus impitoyables et les plus efficaces de la savane, avec un taux de réussite de chasse pouvant atteindre 80%, surpassant même celui des lions. À première vue, les hyènes ont une apparence étrange et disproportionnée, épaules hautes, dos fuyant, pattes avant longues et fortes comparées à des pattes arrière plus courtes, ce qui leur confère une démarche pavanante caractéristique. Leurs grosses têtes, leurs larges mâchoires et leurs oreilles rondes et dressées agissent comme un radar pour capter chaque bruit de la nuit. Leur fourrure courte gris-brun parsemée de taches noires irrégulières, telle une carte chaotique de leur propre instinct sauvage. Avec leur corps bossu, leurs rires effrayants résonnant dans la nuit, les hyènes n'ont pas besoin de beauté pour survivre. Elles ont besoin d'efficacité.
Et l'efficacité est ce que la nature a inscrit dans l'ADN de cette espèce. Elle possède les dents les plus puissantes de tous les carnivores terrestres, suffisamment puissantes pour broyer le fémur d'un buffle en une seule bouchée. Leur estomac abrite un système enzymatique spécialisé qui facilite la digestion des os, des ongles et des tendons. Aucune partie de la proie n'est gaspillée. Mais ce qui rend les hyènes si particulières, c'est leur structure sociale matriarcale complexe. La femelle, plus grande, domine la meute. Les mâles, jeunes ou vieux, doivent céder le passage et, pour s'accoupler, ils doivent se soumettre longuement, voire flatter leur choix. Lors de la chasse, les hyènes ont pour tactique de poursuivre la meute. Elles poursuivent leur proie jusqu'à son épuisement. Une fois encerclées, les hyènes la dépoussant à l'unisson avec leurs dizaines de mâchoires, le bruit des os rongés résonnant dans la nuit comme une symphonie de la faim. Chaque chasse est un festin sanglant, sans pitié. Mais derrière cette apparence terrifiante se cachent des mères extrêmement dévouées. Les hyènes femelles mettent bas dans des tanières creusées profondément dans le sol et allaitent leurs petits pendant près d'un an, un temps record pour un carnivore. Les lions mâles tuent souvent les hyènes pour imposer leur position et affirmer leur pouvoir. Et si une hyène vole accidentellement sa proie, le prix à payer peut être sa vie. Mais ne pensez pas trop vite que les hyènes sont des victimes. Un lion mâle solitaire. Une meute de plus de 10 hyènes. Le rire résonne comme un signal de mort. Elle se précipite. Blessé, mais pas effondré. Respirant bruyamment, le lion recule, furieux. Les hyènes gagnent. Bien qu'elles ne puissent pas tuer le roi, elles ont chassé le pouvoir. Pour elles, le temps et le nombre sont toujours des armes. Une fois leur proie choisie, la fin n'est qu'une question de « tôt ou tard ». Dans les prairies du Masai Mara, où la vitesse et le courage sont des armes vitales, il existe quelqu'un qui n'a pas besoin de courir, de traquer ou de faire le moindre bruit. Caché sous les eaux troubles de la rivière Mara, le crocodile du Nil. Le tueur ancestral, survivant de l'ère glaciaire et des dinosaures, est l'incarnation même de la patience mortelle. Il ne chasse pas avec force brute, mais avec le temps, l'immobilité et une seule morsure.
Alors que la saison des migrations commence, plus d'1 million de gnous et de zèbres traversent la rivière Mara à toute vitesse, ses eaux troubles, rugissantes et boueuses. Mais cachés en eux se cachent des silhouettes sombres pouvant atteindre 5 mètres de long, flottant aussi immobiles que des bûches. Pas un bruit. Pas un mouvement. Seuls leurs yeux à moitié submergés, froids comme un bioradar, guettent le moment idéal. Alors que le premier gnou plonge dans l'eau, le troupeau le suit tel un raz-de-marée. Le bruit des sabots résonne, l'eau pulvérise une écume blanche. C'est alors que le crocodile frappe. Une seule morsure, et la proie est tirée vers le bas, sa chair déchirée. Il n'y a pas de seconde chance. En quelques minutes, la malheureuse proie ne reviendra jamais sur le rivage. Il ne meurt pas de faiblesse, mais d'un mauvais choix de moment. Et les crocodiles, eux, n'attendent que ça. Les crocodiles ne chassent pas pendant la saison de migration. Mais ils peuvent jeûner pendant des semaines, attendant un festin sanguinaire. Outre les antilopes, ils se nourrissent de poissons, d'oiseaux aquatiques, de sangliers et parfois même de bébés hippopotames. Chasseurs solitaires, les crocodiles n'ont pas besoin d'un troupeau, ils ont juste besoin de l'obscurité sous l'eau et du temps. Le crocodile du Nil est l'un des plus grands reptiles de la planète et est sans conteste le maître absolu des eaux africaines. Un adulte peut atteindre 5 à 6 mètres de long et peser plus de 500 kg. Son dos est recouvert d'écailles kératinisées disposées comme une armure. Sa peau épaisse et rugueuse, brun verdâtre ou gris foncé, lui permet de se fondre presque parfaitement dans la boue et les racines des herbes des berges, un camouflage parfait. Sa tête est large, plate et longue comme une massue biologique. Deux minuscules yeux pointent vers le haut, et un museau est placé au-dessus, lui permettant d'observer et de respirer tout en étant immergé. Les mâchoires du crocodile du Nil sont de terrifiantes machines à tuer, contenant plus de 60 longues dents coniques recourbées qui se régénèrent tout au long de leur vie. La force de sa morsure atteint 5000 PSI, soit plus que celle d'un grand requin blanc ou d'un tigre du Bengale, suffisamment pour broyer un crâne ou couper un membre imposant en deux. À l'intérieur, son système digestif est comme un foyer biologique, capable de dissoudre os, carapace de tortue et plumes d'oiseau. Son cœur est doté de valves de pression spéciales, ce qui lui permet de rester actif même en plongée pendant des dizaines de minutes sans respirer.
Et grâce à son sang contenant de puissantes protéines anti-infectieuses, ses blessures ne s'infectent presque jamais, ce qui est crucial pour une créature qui se bat régulièrement dans des eaux troubles. Yeux, peau, sang, cœur, dents. Chaque partie du crocodile du Nil a évolué pour accomplir une seule et même tâche, attendre la morsure parfaite. Dans un monde où la vitesse est reine, le crocodile ne se bat pas pour le trône. Il attend pour juger. Pendant la saison des amours, lorsque les premières pluies tombent sur la rivière Mara, les crocodiles mâles se livrent à un spectacle étrange et puissant. Ils ne rugissent pas comme des lions ni comme des hyènes, mais émettent des sons graves, résonnant depuis leur poitrine, pénétrant l'eau, créant des ondes sonores qui font vibrer le lit de la rivière. Ce son n'est pas seulement un appel amoureux, mais aussi un défi lancé à tous ses rivaux aquatiques. La femelle crocodile choisit un endroit très discret pour pondre ses œufs, une bande de sable humide le long du rivage, au-dessus du niveau de l'eau, et commence à creuser un nid. Dans un petit trou, elle pond jusqu'à 60 œufs blancs opaques, soigneusement recouverts de sable et de plantes sèches. Mais la nature n'est pas facile. Chaque œuf est une cible de choix pour les cochons sauvages, les mangoustes, les serpents et même les oiseaux de proie. Ainsi, pendant plus de 80 jours, la mère crocodile ne quitte presque jamais le nid. Tout intrus s'expose à la morsure fulgurante de ses dents géantes, impitoyables et inflexibles. Lorsque les œufs commencent à éclore, de faibles sons, semblables à des grincements, résonnent sous le sable, signalant à la mère qu'ils sont prêts. Sans hésiter, la mère crocodile creuse doucement avec son museau, révélant de nouvelles créatures, aussi petites qu'une main, mais déjà revêtues d'une armure ancestrale. Instinctivement, la mère ouvre la bouche et ramasse délicatement chaque œuf, non pour les manger, mais pour les transporter. Cette bouche, autrefois synonyme de condamnation à mort pour de nombreuses espèces, abrite désormais l'abri le plus sûr. La mère emmène ses petits dans l'eau, leur véritable monde, où l'instinct poursuit le travail de protection qu'ils viennent d'accomplir. Cependant, seuls quelques-uns survivent aux premiers jours, car les rapaces, les serpents, les sangliers et même les ratels peuvent voler des œufs ou des bébés crocodiles. Les carnivores ont leurs propres prédateurs. Les crocodiles sont la plus belle leçon de patience dans le monde des prédateurs. Ils n'ont besoin ni de vitesse ni d'endurance, ils maîtrisent simplement le temps. Et une fois qu'ils frappent, leur morsure est une condamnation à mort silencieuse. Dans le Masai Mara, quand vous voyez un crocodile, il est trop tard.
Car s'il veut que vous le voyiez, c'est qu'il vous a déjà choisi. Si le sol est le théâtre de poursuites et de coups de griffes mortels, dans le ciel du Masai Mara, des ailes observent tout, silencieusement. Les aigles, gladiateurs, du ciel, sont des cauchemars du haut de 100 mètres. Le Masai Mara abrite de nombreuses espèces d'aigles africains, notamment l'aigle martial, l'aigle pêcheur d'Afrique, l'aigle battleur et l'aigle des steppes. Chaque espèce a ses propres caractéristiques, mais elles ont tout un point commun, elles ne chassent pas pour survivre, mais par instinct de conquête du ciel. L'aigle martial, le plus grand des aigles africains, a une envergure pouvant atteindre 2,6 mètres et pèse près de 6 kg. Son corps est entièrement recouvert de plumes gris-brun, sa poitrine est blanche tachetée de noir et ses yeux jaunes sont sculptés dans du quartz, percevant clairement les moindres mouvements à près d'un demi-kilomètre de distance. Ses griffes épaisses et recourbées, semblables à des crochets de fer, sont des outils permettant de saisir sa proie à mort d'un seul coup. Contrairement aux petits oiseaux de proie, les aigles ne sont pas furtifs. Ils volent comme un cerf-volant sans vent, observant patiemment chaque pas de leur proie. À midi, le ciel du Masai Mara est calme, chaud, flamboyant et silencieux. Sous la surface miroitante d'une petite rivière, des bancs de poissons nagent près de la surface, scintillant au soleil comme des pièces d'argent vivantes. Là-haut, une ombre glisse silencieusement. L'aigle pêcheur africain. Ses longues et larges ailes ne battent pas, son corps s'incline doucement au gré des courants d'air. Ses yeux dorés, semblables à des télescopes, fixent l'eau. Aucun bruit. Aucun avertissement. Soudain, l'aigle plonge, aussi rapide qu'une flèche. Quelques secondes plus tard, la rivière retrouve son calme. Un coup parfait venu d'en haut. Une fois suffit. Une fin parfaite. Tel est l'art de la chasse aérienne. Les proies des aigles du Masai Mara sont très variées, lièvres, petits singes, serpents, autres oiseaux, grands lézards, et surtout les jeunes antilopes, chacals et même les bébés léopards, si leurs mères sont parties chasser.
Les aigles martiaux sont connus pour attaquer les lionceaux, ce qui en fait un symbole macabre de la mort venue d'en haut. Outre leur instinct de tueur, les aigles sont aussi des parents stricts et efficaces. La saison de reproduction tombe généralement pendant la saison sèche. Ils construisent leur nid au sommet des acacias ou sur de hautes falaises, des nids faits de branches, pouvant atteindre 2 mètres de diamètre et pesant jusqu'à 100 kg. Chaque couvée ne contient qu'un ou 2 œufs, mais généralement, un seul oisillon survit, car l'aîné tue le plus jeune dès son éclosion, selon un rituel naturel et féroce appelé caïnisme. Les soins qui en découlent sont absolus. La mère et le père aigle se relaient pour garder le nid, chassant sans relâche jusqu'à l'envol du jeune, ce qui prend généralement plus de 3 mois. Durant cette période, leurs nids deviennent des zones interdites, et quiconque s'en approche, y compris les hyènes ou les charognards, est impitoyablement attaqué. L'aigle adulte n'a pratiquement aucun prédateur naturel. En revanche, les œufs et les petits sont la cible des singes, des serpents et des charognards. Les parents sont donc presque toujours présents, planant silencieusement, les yeux fixés sur le nid. Contrairement aux prédateurs terrestres, les aigles ne laissent aucune empreinte. Ils imposent le silence. Lorsqu'on voit un bébé singe allongé immobile dans l'herbe, la tête tordue et brisée, sans sang, sans trace, c'est peut-être le ciel qui est en cause. Dans le ciel du Masai Mara, pas de rugissement, pas de griffes tachées de boue, seulement des ombres silencieuses, des yeux dorés observant depuis des hauteurs inaccessibles, et des morts nettes et silencieuses qui n'ont jamais eu lieu. Alors, lorsque vous contemplez le ciel bleu du Masai Mara, rappelez-vous, si un léopard est un tueur dans l'herbe, un aigle est une mort dans le ciel. Et vous ne verrez jamais son attaque, seulement le résultat. Dans le ciel du Masai Mara, il n'y a pas que des aigles. C'est aussi le domaine des faucons rusés, des hiboux mystérieux et des vautours aux aguets, chacun avec sa propre stratégie de chasse, un timing parfait pour l'attaque, créant des « angles morts » inattendus pour les créatures au sol. Cependant, quelle que soit sa diversité, l'aigle reste le summum incontesté de ce ciel. Pas de bruit, pas de sang, pas de poursuite théâtrale, juste un piquet, un serrement de serre, et puis un silence, terrifiant jusqu'à la moelle. Dans un monde où tous les regards sont généralement baissés pour éviter les griffes, l'aigle nous rappelle que la mort peut venir d'en haut. Et elle n'a pas besoin de raison. Le Masai Mara est bien plus qu'une vaste étendue de prairies sous le soleil africain.
C'est une formidable machine à survivre, où chaque aube ouvre un nouveau chapitre de combats acharnés. Des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire aux proies vulnérables, chaque espèce fait partie intégrante d'une symphonie sauvage spectaculaire et brutale. Ici, instinct primaire, force physique et tactique magistrale se mêlent, créant une chaîne de survie sans fin, où la vie et la mort se décident en une fraction de seconde. Chaque rugissement, chaque bond rapide, chaque morsure silencieuse dans l'eau est une affirmation de la plus ancienne loi de la nature, les forts survivent, les faibles acceptent leur destin, et la vie trouve toujours son chemin malgré les obstacles. Le Masai Mara est plus qu'un lieu, c'est un symbole vivant de la grandeur, de la beauté cruelle et de la puissance inébranlable de la nature. Cela nous rappelle que, sous toutes ses formes, la nature est toujours suprême et jamais faible. Vous venez d'entrer dans le monde du prédateur suprême. Si vous trouvez cela fascinant, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez vos impressions. La nature ne s'arrête jamais, et ce voyage non plus.